Bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans Smart Job, votre rendez-vous emploi RH. C'est tous les jours, du lundi au vendredi, débat, analyse, expertise et vos rubriques habituelles évidemment. Au sommaire aujourd'hui, dans Bien dans son job, on parle du pouvoir d'achat. Comment l'améliorer? C'est évidemment un sujet au cœur des préoccupations des salariés et on en parle avec Romain Rostagna, président cofondateur de Club Employé. Il est notre invité. Les entreprises s'engagent, elles s'engagent aujourd'hui avec Deloitte. On en parlera avec Frédéric Moulin, à la fois président du conseil d'administration et à la tête de la fondation Deloitte. Et puis dans le cercle RH, on prolongera cette question de l'engagement des entreprises pour l'emploi. On accueillera Thibaut Guilluy, le haut commissaire à l'emploi et à l'engagement des entreprises. Il sera accompagné d'un invité qui est chef d'entreprise très engagé sur l'apprentissage et sur la création d'emplois des jeunes. On fera le point sur ce conseil d'orientation qui va être créé pour faire avancer un peu plus la communauté des entreprises. On fera le point avec eux dans quelques instants. Et puis on terminera dans Fenêtre sur l'emploi, sur le recrutement, le challenge pour ne pas dire le défi. On en parlera avec Julien Breuil, directeur relations entreprises groupe EDC Business School. Voilà le programme, tout de suite, c'est Bien dans son job. Bien dans son job, bien dans son salaire et donc bien dans son pouvoir d'achat. Le pouvoir d'achat qui est le sujet de préoccupation centrale avec un projet de loi en préparation, a-t-on entendu depuis quelques jours. On en parle avec Romain Rostagna. Bonjour Romain. Bonjour. Ravi de vous accueillir. Vous êtes déjà venu sur notre plateau il y a quelques mois, président cofondateur de Club Employé. On dira bien sûr quelques mots. Club Employé qui vient d'abord de faire une levée de fonds de 7 millions d'euros qui va donner un nouveau souffle à votre entreprise. C'est quoi votre business? Quelle est votre action concrète? Nous, aujourd'hui, l'objectif, le cœur de métier de Club Employé, c'est d'accompagner les CSE dans la proposition d'avantages qu'ils vont accorder à leurs collaborateurs, à la fois pour améliorer le pouvoir d'achat de ces personnes-là, pour dynamiser la vie sociale en entreprise et faire que l'ensemble des personnes qui animent cette société et ces sociétés se sentent bien là où ils travaillent. Donc comité social et économique. Et économique, qui est le nouveau nom, puisqu'avant on appelait ça le CE. Exactement. Et on se souvient, quand on a été salarié, des délégués du personnel qui viennent avec le carton distribuer les chèques vacances, les cadeaux. C'est ça, hein, c'est aussi ça le rôle des délégués. Alors effectivement, on a un petit peu innové sur le produit pour répondre aux problématiques de télétravail, de sociétés multisites, où l'objectif c'est que le salarié qui bénéficie davantage par son CSE puisse n'importe où et à n'importe quel endroit en profiter. Et donc on a mis à disposition une plateforme pour ces CSE-là, pour faire en sorte de faciliter l'utilisation de ce qu'ils mettent en place pour leurs collaborateurs et dans leur politique et dans leur logistique au quotidien, de faire en sorte qu'ils puissent avoir un outil qui répond à leurs besoins. Donc je suis salarié, j'attends pas que le délégué vienne m'apporter mes chèques, j'ai des comptes, j'ai un code, je vais sur la plateforme et là on arrive au sujet central pour lequel vous êtes présent aujourd'hui, qui est de se dire que en allant sur cette plateforme, on trouve des produits moins chers parce que vous achetez en gros, j'imagine, vous avez des négociations de prix et donc on a des gains de pouvoir d'achat, on est d'accord? Tout à fait. En fait l'objectif c'est que le CSE va payer un abonnement pour avoir accès à la plateforme. Et nous, tout ce qu'on va essayer d'aller négocier auprès de nos partenaires, aujourd'hui on a un peu plus de 500 000 salariés qui bénéficient de la plateforme au quotidien, donc c'est une force de négociation auprès de nos fournisseurs qui est important, et tout ce qu'on va réussir à aller négocier auprès de ces fournisseurs-là, c'est de les donner aux collaborateurs qui bénéficient de la plateforme pour faire en sorte que s'ils utilisent la plateforme régulièrement pour aller au cinéma, partir en voyage, acheter un magazine de presse ou acheter des bons cadeaux, ils puissent économiser potentiellement entre 1000 et 1500 euros par an en utilisant la plateforme régulièrement. Ça, c'est le chiffre que vous produisez, c'est-à-dire que grâce aux économies de prix qu'ils vont faire en allant acheter sur la plateforme, vous le dites, ça va des abonnements de la presse quotidienne ou de la presse magazine, ça va jusqu'où? Des voyages, tout est possible? Oui, on est devenu par exemple agence de voyage, donc avec Club Employé Voyage, vous pouvez partir en France ou à l'autre bout du monde en économisant 10, 15, 20% sur un voyage qui vous coûte 2000 euros, ça fait rapidement des économies. Donc l'objectif, c'est vraiment de faire en sorte que, avec tout ce qu'on va négocier, l'enveloppe que le salarié va pouvoir négocier sur l'année lui permettre d'améliorer substantiellement son pouvoir d'achat. Alors ça, c'est un sujet de marque employeur parce que on voit que 60% des salariés expliquent qu'ils sont plus motivés au travail lorsqu'on prend en considération le bien-être physique et mental au bureau. Alors je ne sais pas si on peut le relier à cette étude Generali, mais le fait d'avoir une plateforme, le fait d'aller pouvoir faire des économies, pouvoir se faire plaisir aussi, parce qu'il y a une notion ludique, ça contribue quand même au bien-être mental. C'est toujours un petit plus. On ne remplace jamais la relation qu'on a avec son manager, avec sa direction, qui est le principe
principal leitmotiv de motivation dans les entreprises, mais vous apportez quelque chose en plus, donc c'est de la reconnaissance en plus, et ça vient potentiellement pousser le salarié à s'investir un peu plus dans la société, à faire en sorte d'être productif au travail et d'avoir conscience que l'entreprise fait des choses pour elle. On va parler des petites entreprises, parce qu'il y a un vrai sujet là, des fameux CE qu'on appelle aujourd'hui les CSE, mais les petites boîtes en sont souvent exclues. Là, on parle de grosses entreprises, parce que vous avez 2500 entreprises clientes, 500 000 utilisateurs avec des très grosses boîtes. C'est de la marque employeur. Les entreprises communiquent aussi sur cet élément-là, ou c'est pas utilisé dans les négociations de recrutement? Si, alors ça fait depuis un petit moment maintenant qu'on retrouve le mot club employé dans les fiches de poste des entreprises. C'est une référence. C'est une référence, c'est un outil qui fidélise, comme un ticket resto. Je mets club employé dans ma société, je le valorise pour faire en sorte que ça attire des nouveaux candidats. Alors on va parler de l'avenir, parce que Club Employé, c'est 7 millions d'euros de levée de fonds, ça c'est très récent et c'est la bonne nouvelle. En création d'emplois, c'est combien? Là, vous êtes un peu plus de 100 collaborateurs? On est un peu plus de 100, l'objectif c'est de finir 2022 à 150, 160 collaborateurs. Donc vous êtes la tête dans le recrutement là? Exactement, on a une grosse équipe RH qui essaie de trouver les meilleurs talents pour répondre à nos problématiques de développement. On s'en sort plutôt bien, même si beaucoup d'entreprises cherchent à recruter en ce moment. On est dans un... C'est quoi les profils? Parce que c'est de la tech là quand même beaucoup, c'est améliorer la plateforme. Exactement, c'est de la tech, il faut aussi des commerciaux pour aller vendre le produit. Mais effectivement, sur ces deux pôles-là, on recrute beaucoup, donc à la fois des développeurs pour accompagner le développement du produit et faire en sorte de répondre et matcher vraiment aux besoins des entreprises pour fidéliser leurs collaborateurs. Parlons des petites entreprises, parce que les grandes entreprises, c'est vrai qu'elles sont, c'est des machines de guerre, elles ont effectivement, que ça soit votre entreprise qui cartonne ou d'autres services, les salariés se servent. Ce n'est pas le cas dans les PME, et j'allais dire dans les boîtes de moins de 10 salariés ou des boîtes de 10 à 20 salariés. Ouais. Comment vous les touchez? Comment vous réussissez à les convaincre que c'est utile de le proposer? Et comment vous adaptez peut-être votre tarif? Parce que j'imagine que tout ça doit se négocier. Oui, tout à fait. Alors, on ne parle pas au même interlocuteur. Le CSE, il y a des élus qui sont là pour représenter les collaborateurs. Lorsque vous allez dans une petite TPE, vous allez souvent voir la direction ou un RH qui est présent. Quand il y en a un. En termes de taille, de potentiel de marché, on a 80 000 CSE en France aujourd'hui et plus de 500 000 TPE qui sont potentiellement intéressés par le produit. Donc, on vient densifier aussi la taille de marché. Et ces gens-là, c'est des personnes qui, jusqu'à présent, n'avaient pas forcément les outils pour pouvoir proposer ça. Donc, soit j'augmente les salaires, mais ça peut me coûter cher. Soit je mets en place une plateforme d'avantages pour mes 5-10 collaborateurs qui vont pouvoir bénéficier davantage qu'un grand groupe de 500-600 personnes peut mettre en place pour ses salariés. On ne fait pas de différenciation sur les offres, en tout cas. Vous proposez, je dirais, la même plateforme et la même qualité de service sur cette plateforme. On l'a vu tout à l'heure, des voyages, la presse et des dizaines d'autres choses. Le tarif, vous l'adaptez quand même? Parce qu'une entreprise vous dit, moi je ne peux pas prendre un abonnement aussi cher qu'une entreprise du CAC. L'abonnement, il est pricé sur le nombre de licences. Donc ça veut dire que vous soyez 5 ou 200, effectivement, vous n'allez pas payer le même montant. Donc l'objectif, c'est de faire en sorte de répondre au budget des TPE pour que l'avantage qu'ils vont mettre en place ne mette pas en danger la santé financière de la société, mais soit là un vrai atout pour fidéliser et garder ses salariés. L'avenir de votre structure que vous avez cofondée, parce que vous êtes un jeune entrepreneur, on l'entend, il y a le développement, il y a la création de salaires, d'emplois, mais c'est quoi l'avenir? Comment vous la voyez, votre entreprise, dans 10 ans là? Alors peut-être pas à 10 ans, mais à 5 ans en tout cas, l'objectif c'est d'avoir environ 10 000 sociétés clientes, ce qui représentera un peu plus d'1 million de salariés. Vous êtes 2500 là. Sous gestion, exactement. Donc l'objectif c'est vraiment ça, faire en sorte qu'un maximum de salariés bénéficient de Club Employé pour améliorer leur pouvoir d'achat au quotidien, aider les sociétés dans la vie sociale. Quand on a 20 collaborateurs, organiser un voyage, un séminaire ou quelque chose comme ça, c'est pas forcément évident. Donc vraiment être là, la référence pour les entreprises sur la façon dont on va fidéliser ses collaborateurs, animer la société et tout en améliorant le pouvoir d'achat des collaborateurs au quotidien. Avant de nous quitter, parce que vous avez une plateforme, on a compris que c'était pour améliorer le pouvoir d'achat, ça on l'a entendu, mais en fait cette plateforme pourrait servir à toute autre chose. Est-ce que vous réfléchissez à l'utiliser aussi finalement pour développer d'autres services? Parce qu'après tout, vous le développez sous l'angle de voyage et de réduction, mais est-ce que vous avez déjà d'autres idées? Est-ce que vous êtes en train de vous projeter sur d'autres idées? On a d'autres produits en ligne de mire.
toujours pour faire en sorte d'avoir des outils qui répondent aux besoins de nos clients. C'est surtout les remontées terrain qui nous motivent à innover sur tel ou tel produit, parce que c'est eux qui ont des besoins, c'est eux qui ont des idées aussi sur comment est-ce que je vais... Trop tôt pour vous en parler, ou vous avez déjà quelques pistes? On a le sujet de la partie B2B, c'est-à-dire faire en sorte que toutes les sociétés passent par nous pour créer des séminaires, des team building. Le fait d'être passé à Chance de Voyage aussi, ça nous permet de vous faire partir, une société de 20 personnes qui veut partir à l'étranger. On est là pour les accompagner. Et vous allez jusqu'au bout, c'est pas que le voyage. Exactement. On fait tout pour que l'entreprise se retrouve avec ses collaborateurs et une vie sociale hyper impactante pour les salariés. Et puis vous allez chercher la valeur jusqu'au bout de la chaîne, quoi. Exactement. C'est intéressant. Merci Romain Rostagna, vous êtes le président cofondateur de Club Employé, plus de 100 collaborateurs, mais là vous allez passer à 150 peut-être, voire même doubler vos effectifs. Et puis vous vous présentez comme bien l'entreprise qui accompagne ou améliore le pouvoir d'achat des salariés, en tout cas à travers tous les clients que vous accompagnez sur cette fameuse plateforme. Merci de nous avoir... Merci beaucoup. Vous viendrez nous voir dans un an peut-être? Avec plaisir. Pour nous dire où vous en êtes de vos recrutements, de la manière dont vous avez fait évoluer votre entreprise. Merci d'avoir répondu à notre invitation. On passe aux entreprises qui s'engagent. Elles sont nombreuses et on va donner la parole tout de suite à Deloitte. Bon, on les appelle les Big Four. C'est un des Big Four. On en parle dans quelques instants. Les entreprises s'engagent avec notre partenaire, comme chaque semaine, un jeune, une solution. Et on accueille aujourd'hui Deloitte, qui est une marque évidemment connue, fait partie des Big Four. Et on en parle avec Frédéric Moulin. Bonjour Frédéric. Merci de faire un détour par le plateau de Smart Job sur Bismart, président du conseil d'administration Deloitte. Et vous êtes président de la fondation. On parlera de la fondation dans quelques instants. Parlons de Deloitte. Concrètement, quelle est votre activité? Parce que je sais qu'il y a des jeunes, il y a des entreprises de conseil qui peinent parfois à recruter, même chez les Big Four. Qu'est-ce que vous faites exactement chez Deloitte? Alors Deloitte, c'est le leader mondial des services professionnels aux entreprises, avec au plan mondial plus de 50 milliards de dollars de chiffre d'affaires, une présence dans 150 pays et un peu plus de 350 000 collaborateurs. En France, nous sommes présents dans 16 bureaux. Nous avons, comme dans le reste du monde d'ailleurs, 3 métiers principaux. L'audit, qui est le métier historique du groupe, les conseils au sens large, depuis le conseil en stratégie jusqu'au conseil opérationnel et en système d'information, et puis également tout ce qui est cabinet d'avocats avec le juridique et fiscal. Vous appartenez aux Big Four, c'est-à-dire aux 4 leaders. Il faut quand même dire un mot, parce qu'on l'a évoqué hors antenne. À l'origine, Deloitte, c'est une entreprise française. Oui, non, mais il faut le rappeler. On peut remonter là-dessus. Effectivement, Deloitte, c'était un comte qui, sous la Révolution, est parti émigrer à Londres. Et son petit-fils a créé une officine, Deloitte, quelques années plus tard, en 1842. Et c'est un des plus anciens Big Four, effectivement, de par le monde. Alors, un jeune, une solution, cette plateforme, on va en parler dans quelques instants dans le cercle RH avec Thibaut Guilluy, qui est un des initiateurs, mais vous avez décidé de faire partie de ces entreprises, de ces groupes qui s'engagent. Concrètement, vous en êtes où en matière de recrutement et quels sont les profils aujourd'hui que vous recherchez? Alors, Deloitte, j'aime à dire que c'est un incubateur de talent et un accélérateur de réussite méritocratique. Sur le CV, ça fait toujours bien, effectivement. C'est une école d'apprentissage qui est absolument formidable. Deloitte, c'est un recrutement de plus de 2300 personnes par an, 750 stagiaires, et sur les 1550 contrats en durée indéterminée que nous avons chaque année, à peu près la moitié sont des jeunes diplômés et la moitié sont des expérimentés qui nous rejoignent en cours de parcours. Cette activité de recrutement qui est très importante avec 2300 personnes par an sur un total de 7000 collaborateurs, c'est lié essentiellement au fait que nous avons des croissances soutenues et durables et que nous avons également un turnover dans nos équipes qui est régulier et qui font que nous remplaçons une partie de nos équipes de manière systématique après quelques années de passage dans nos organisations. Turnover parce qu'il y a le prestige, j'allais dire, de la marque, de la qualité d'un passage chez Deloitte qui permet ensuite d'avoir un rebond professionnel? Exact. Après quelques années, 3, 4, 5 ans, un certain nombre de collaborateurs décident d'aller partir en entreprise. Ils ont été bien formés et ils peuvent occuper un certain nombre de postes à responsabilité. Oui, l'incubateur. L'incubateur de talent, absolument. Combien de recrutements là en vue et quels sont les profils que vous recherchez? Parce que c'est vrai qu'il y a des profils tech, il y a des profils de plus en plus complexes, il y a des batailles autour de talents, des juristes, des avocats spécialisés. Est-ce que c'est les profils que vous recherchez? Ce que nous recherchons, c'est
tous les profils expérimentés ou débutants qui sont dans les écoles, pas non seulement les meilleures, mais les écoles de commerce, les écoles d'ingénieurs, les universités pour les jeunes diplômés. Et pour les expérimentés, ce sont des besoins qui dictent le sourcing de ces talents. C'est vrai qu'aujourd'hui, nous assistons à une guerre des talents importante, avec un certain nombre de batailles autour du fait de sourcer les meilleurs profils et arriver à les faire venir dans notre organisation. Malgré le prestige de votre marque, est-ce que, comme beaucoup d'autres, vous êtes parfois en difficulté de recrutement? Est-ce que c'est compliqué aujourd'hui, même chez Deloitte? Difficulté de recrutement, non. Par contre, capacité à avoir toujours un modèle qui est capable d'emmener nos collaborateurs le plus loin possible et de conserver les talents dont nous avons besoin, oui. La guerre des talents joue plus pour la rétention. Avant de parler de la Fondation, parce que vous en êtes le président, et c'est un objet aussi important d'engagement des collaborateurs, on va vraiment en parler, c'est une question rituelle dans cette rubrique. Qu'est-ce qui a fait que vous vous êtes engagé avec un jeune, une solution? Parce que c'est vrai qu'on se dit qu'après tout, par le prestige de la marque, par votre visibilité, il n'y avait peut-être pas besoin nécessairement de s'engager, et pourtant vous vous engagez. L'engagement, c'est un peu dans l'ADN de Deloitte. C'est quelque chose qui est né non seulement d'une volonté de la direction générale, mais surtout de la volonté au tournant des années 2000 des plus jeunes de s'investir dans des causes sociétales, dans le domaine de l'éducation notamment, qui est un des axes prioritaires de la Fondation, et de participer à un certain nombre d'actions. Et donc c'est un peu naturellement que nous avons répondu à cet appel des jeunes dans notre organisation pour participer à des actions qu'on appelle aujourd'hui communément pro bono, et qui sont des actions en faveur du bien des communautés qui sont autour de nous. Un jeune, une solution, c'est cela. C'est finalement, via la Fondation, avoir la possibilité d'aider un certain nombre de jeunes à accéder à une orientation professionnelle qui leur plaît et à aller jusqu'au premier emploi. 2200 collaborateurs de la firme de Deloitte se sont engagés. Concrètement, ça marche comment? Il y a une plateforme qui permet de pouvoir choisir le secteur, parce que parfois on a des appétences dans certains secteurs. Comment ça marche? C'est une des plus grandes fiertés que nous avons d'avoir ces 2200, 2300 collaborateurs chaque année qui s'investissent dans des actions de la Fondation. Ils le font de manière totalement optionnelle, c'est leur choix de le faire, et ça délivre un total de 25 000 heures environ en action pro bono de l'ensemble des actions que nous pouvons mener. Hors temps de travail? Hors temps de travail. Ça se fait naturellement sur le temps de travail et hors temps de travail. Il y a des actions qui se font le soir, il y a des actions qui se font le samedi, il y en a qui se font sur le temps de travail. L'intérêt de nos métiers, c'est que nous avons une assez grande liberté d'agenda dès lors que nos clients nous l'autorisent, que nous n'avons pas l'obligation de respecter un certain nombre de deadlines et qu'on va embêter personne au niveau collaborateur de s'investir un après-midi, un midi ou une soirée sur des actions de la Fondation. Ça donne quoi comme retour des collaborateurs qui s'impliquent autant? D'abord parce qu'il y a une dynamique politique de l'entreprise, mais qu'est-ce que vous disent les collaborateurs? Ils s'y retrouvent, ça donne du sens? Vous les trouvez différents, changés? C'est une fierté d'appartenance renforcée, c'est évident, et on y retrouve un intérêt. On parlait des gardes des talents dans un objectif de rétention et de conserver ces talents investis dans l'entreprise. C'est aussi quelque chose qui, pour un groupe comme Deloitte, est absolument nécessaire aujourd'hui. On ne peut pas être concerné uniquement par nos missions, nos clients, notre rentabilité. On se doit effectivement d'ouvrir et de faire profiter de notre expérience et de nos expertises des mondes qui sont des mondes un peu différents. Évidemment, ces actions pro bono, elles sont faites en matière d'éducation ou d'entrepreneuriat social sur des groupes entrepreneuriaux sociaux, c'est-à-dire ce n'est pas des buts lucratifs. L'éducation, vous l'avez évoqué, on appelle ça aussi le mécénat de compétences, c'est-à-dire qu'on apporte sa compétence juridique, technique, et on va la donner à quoi? À des ONG, à des associations, à des gens qui ont besoin de conseils et qui n'auraient pas les moyens de pouvoir se les procurer. Absolument. Quand c'est la Fondation qui va, sur proposition des collaborateurs ou par l'écosystème dans lequel nous travaillons, qui va sourcer ces projets et qui va les proposer en fonction des compétences qui sont requises pour assister. Ça va être dans la construction d'un business plan, ça peut être concrètement quelque chose qui va aller sur accompagner dans la durée un entrepreneur social sur 1 an, 2 ans, en fonction des étapes qu'il y a devant lui. Ça peut être aider à construire une start-up, ça peut être toutes sortes de choses diverses et variées. C'est mettre au service de ces actions pro bono les expertises de Deloitte dans le cadre de la Fondation.
pas de risque que certains de vos collaborateurs, tellement passionnés par le projet dans lequel ils sont partis en mécénat de compétences, vous disent écoutez, j'ai trouvé du sens dans cette entreprise d'économie sociale et solidaire, par exemple, je vous quitte. Non, c'est pas arrivé ça. Ça peut arriver, mais ça peut arriver, mais c'est pas gênant. C'est quelque chose il y a plus de gains pour l'entreprise en termes de fierté d'appartenance à avoir cet écosystème qui fonctionne plutôt que d'avoir le risque de quelques-uns qui partent. C'est vrai. Vous n'avez pas répondu à ma question. L'importance pour vous d'un jeune, une solution, ça représente quoi? J'ai le sentiment qu'il y a une forme d'agilité chez Deloitte un peu équivalente finalement à cette plateforme. En fait, on y a adhéré d'autant plus simplement que les actions en matière d'éducation, nous les menons depuis les années 2008 à peu près. Ça fait 12 ans que nous avons développé des partenariats avec un certain nombre de lycées et de collèges, notamment dans des zones d'éducation prioritaire. Je peux citer le lycée Jean-Jacques Rousseau à Sarcelles, par exemple, le lycée Cassler à Cergy, ou d'autres à Argenteuil ou en région. Et en fait, qu'est-ce que nous faisons? Nous travaillons essentiellement dans ces lycées et dans ces collèges pour provoquer ce qu'on j'appellerais du mentorat ou du parrainage. Nous offrons à des jeunes qui sont motivés, qui ont envie de le faire, et bien sûr avec l'accord de la pédagogie autour de l'éducation nationale autour de ça, la possibilité d'être accompagnés. Ouais. Comment vont-ils choisir leur orientation? Qu'est-ce qu'ils vont faire après leur baccalauréat? Et on essaie de les accompagner dans la durée sur plus de 2-3 ans jusqu'au premier emploi. Donc c'est comme ça qu'on a des exemples très concrets de jeunes. Aujourd'hui, nous en mentorons cette année, par exemple, 250, 260. C'est un binôme à chaque fois, avec un collaborateur de Deloitte et un jeune. Et ça passe par des choses très concrètes. C'est non seulement des recherches d'orientation possibles, c'est aussi de l'ouverture culturelle avec des visites de musées ou des capacités à aller sur le spectacle. Donc le mentor l'accompagne physiquement là ? Absolument. Ah ouais. Je peux vous emmener le samedi matin, venez dans notre tour à la Défense à Majunga. Nous avons les locaux clients qui sont ouverts pour des cours de soutien, notamment en mathématiques, pour des élèves qui vont être aidés à démêler les chevaux de Parcoursup. Je ne sais pas si vous connaissez cette... Moi, je ne l'ai pas subi en tant qu'élève, puisque je n'étais pas de cette génération, mais je vois très bien. En tant que parent, je vois très bien ce qu'est Parcoursup. Donc, c'est des choses très concrètes qui visent à aider. Et en fait, l'idée derrière ça, c'est de jeter des ponts entre l'entreprise et des jeunes dans des zones d'éducation prioritaire qui vont avoir moins de facilité pour avoir accès à l'entreprise. Je peux vous donner un autre exemple concret, par exemple, les jobs d'été. Il y a une quinzaine d'années, les jobs d'été étaient réservés chez Deloitte à des enfants de collaborateurs ou d'associés. Il y a une douzaine d'années, on a décidé de mettre 50% enfants de salariés, 50% jeunes venant des banlieues. C'est un moyen de jeter un pont et de faire connaître l'entreprise de manière dynamique et positive pour des jeunes qui sont motivés. Donc un jeune, une solution. Ça s'est retrouvé naturellement comme étant quelque chose qui était une évidence pour nous. Parce que vous aviez d'ailleurs anticipé avant même qu'il existe un jeune, une solution. C'est ce que Absolument. vous dites depuis 2008. On a rejoint Thibaut Guilly avec grand plaisir. Eh bien, Thibaut Guilly sera avec nous dans quelques instants, justement dans le cercle RH. Merci d'être venu nous rendre visite, Frédéric Moulin, président du conseil d'administration de Deloitte et président de cette fondation. Et on voit à quel point ces actions menées par vos collaborateurs vous tiennent à cœur. Merci de nous avoir rendu visite. On fait une courte pause et justement, on va prolonger cet échange par un débat avec Thibaut Guilly, le haut-commissaire à l'emploi et aux entreprises, justement sur ce GIP et sur la manière dont la communauté d'entreprises se mobilise pour créer de l'emploi. On en parlera d'ailleurs avec un invité. Il est boulanger, il vient de Loire-Atlantique, il a monté un groupe et on va faire le point avec lui, notamment sur l'alternance. Juste après la pause, ce sera le cercle RH. Le cercle RH, notre débat avec une émission spéciale, vous l'avez entendu en l'évoquant avec le président du conseil d'administration de Deloitte. On va poursuivre notre échange sur ces entreprises qui s'engagent et on va parler bien sûr de cette plateforme qui a cartonné Un jeune, une solution. On en parle avec un habitué de l'émission, il est là chaque mois avec nous et on partage évidemment des émissions de qualité. Thibaut Guilly, merci d'être là. Bonjour. Vous êtes haut-commissaire à l'emploi et à l'engagement des entreprises. On va revenir évidemment sur tout ce qui s'est fait. On reparlera du GIP. Il faudra nous réexpliquer, je pense qu'il faut faire beaucoup de pédagogie sur ce sujet, ce groupement d'intérêt public pour embarquer toutes les entreprises qui sont déjà engagées. Puis à vos côtés, vous venez toujours avec un invité ou une invitée. Un invité aujourd'hui, Frédéric Branjon. Merci d'être là. Vous êtes boulanger et dirigeant des boulangeries Branjon. C'est ça, bonjour. Bonjour, on est ravis. Vous venez de Loire-Atlantique ? Oui. Votre métier, c'est boulanger à l'origine ? Boulanger-pâtissier. Boulanger-pâtissier. On dit souvent que c'est deux métiers différents. Non, j'ai deux formations différentes. Ah, c'est ça, vous avez bien les deux formations. Exactement. Et puis quand même chef d'entreprise. Chef d'entreprise parce que vous êtes à la tête de très beaux établissements. Combien de salariés ?
40 collaborateurs, dont 20% qui sont en alternance. 20% qui sont en alternance. Et puis, je trouve que ce qui est intéressant, c'est que vous êtes complètement engagé dans la vie publique ou entrepreneuriale, parce que vous êtes engagé avec l'UDP 44 et puis dans d'autres mouvements. Pourquoi cet engagement d'abord, avant de donner la parole à Thibaut Guilluy? Pourquoi aller au-delà finalement de votre activité première qui est de vendre du très bon pain, des croissants et des très bons gâteaux? Je pense que c'est l'éducation aussi. J'ai toujours vu mes parents engagés dans des associations. Alors j'ai continué, puis directement dans l'association de la Fédération des boulangers, et voilà, et dans l'association aussi de mon territoire, de mes artisans commerçants de la Chapelle-sur-Erdre. Et je pense que c'est ces valeurs-là que je veux continuer. J'ai fait grandir mon entreprise pour me dégager du temps, justement, dans ces missions-là, que moi je trouve qu'on n'est que de passage, alors il faut qu'on raconte nos histoires. Voilà, tout simplement. Et vous êtes venu la raconter sur le plateau avec nous. Thibaut Guilluy, c'est l'avant-dernière émission, parce qu'un jour ou l'autre, il faut qu'on parte en vacances, et puis les aventures parfois se terminent. Peut-être qu'elle va se poursuivre, d'ailleurs, j'espère, à la rentrée. Vous étiez venu nous parler de ce GIP qui était constitué. Rappelez-nous ce que c'est. Quelle est sa dynamique? Parce que vous allez aussi vous engager dans ce groupement d'intérêt public. À quoi il va servir? Quelle est sa finalité? Ce GIP, les entreprises s'engagent, en fait, il part d'une impulsion d'abord du président de la République en 2018, disons aux entreprises, face aux défis sociaux, sociétaux et même environnementaux. Les pouvoirs publics seuls ne peuvent relever ces défis. Les entreprises seules ne pourraient pas non plus relever ces défis, mais ensemble, en travaillant de façon plus efficace ensemble, on pourra être à la hauteur et se hisser à la hauteur des enjeux de l'égalité des chances, de l'inclusion des personnes en situation de handicap, de l'insertion des jeunes et voire même du défi écologique. Derrière cette intention, le GIP est finalement la plateforme de passage à l'action de toutes ces entreprises. On dit à toutes les entreprises, les plus petites comme les plus grandes, dans tous les secteurs, dans tous les métiers. C'est pour ça que Frédéric nous a rejoint et engagé de la première heure dans les entreprises s'engagent. Mais on parle souvent, quand on parle d'engagement des entreprises, on va tout le temps retrouver les grandes entreprises, les grands groupes, etc. Mais non, l'engagement des entreprises, il se nourrit de l'action quotidienne des centaines de milliers d'entreprises qui innervent, je dirais, notre pays. Et c'est à celles-là qu'on s'adresse, à toutes ces entreprises, et de leur dire engagez-vous, et surtout on vous aide, on vous simplifie la vie pour faire en sorte que la somme des engagements de chaque entreprise fasse qu'on puisse organiser un changement beaucoup plus important dans le pays. Quelques chiffres quand même pour qu'on y voit clair, peut-être que vous allez me les contredire, mais on est à plus de 41 000 entreprises engagées. Bon, là je suis bon, dont 25 000 qui sont... 43 000 plus exactement. Je vous voyais sourire, c'est devenu presque un gimmick, parce qu'en fait ça progresse tellement vite entre le moment où on reçoit le document et le moment où vous venez nous retrouver. 43 000, dont 25 000 sont déjà engagés sur la plateforme Un jeune, une solution. Alors, il y a les clubs départementaux, auquel vous faites partie. Et puis, il y a ce club national qui rassemble 620 grandes entreprises, 78 filières professionnelles et réseaux mobilisés et 10 programmes nationaux déployés. On va parler de votre entreprise, de l'alternance, de ces aides qui ont été prolongées, parce qu'il y a eu un petit débat il y a quelques semaines sur ce sujet qui ont inquiété. Les choses sont réglées, mais votre implication dans ce réseau d'entreprises et dans ces clubs départementaux, qu'est-ce que ça vous apporte? Quel est votre message? Pour moi, on est là pour faciliter, en fin de compte. On est là pour mettre en relation ces chefs d'entreprise qui ont la tête dans le guidon, ces jeunes-là aussi, parce qu'on parle souvent des invisibles, mais des invisibles, il y a aussi bien des jeunes que des chefs d'entreprise. Et on est là en faisant des actions, mais concrètes. Demain, on fait le tram de l'emploi à la gare de Nantes. On fait venir des entreprises, mais de toute taille, de tout milieu, qui vont faire leurs appels d'offres dans le tram. Et on va mettre des stands aussi sur le parvis de la gare de Nantes, avec les chambres consulaires. La chambre des métiers va présenter des métiers d'art, vitrailliste. Il y aura des boulangers qui vont parler du métier. C'est tout simple, mais c'est du concret. Juste, je pose la même question à Thibaut Guilluy, parce que vous avez un peu de recul dans votre carrière. Quand vous avez démarré votre apprentissage de boulanger, à l'époque, les entreprises, j'allais dire, mais c'est un mot positif, ne s'exhibaient pas de cette manière, ne se montraient pas de cette manière. Aujourd'hui, je vous vois et je vous suis sur les réseaux, vous êtes un peu partout en France, on va dans le tramway, on fait des job dating. C'est ça. Enfin, ça, c'est quand même un peu révolutionnaire, ça. Mais et c'est nouveau.
s'exhiber, c'est un mot d'ailleurs qui pourrait être presque péjoratif. Non, mais je le disais dans le sens positif. Mais c'est vrai que la plupart des chefs d'entreprise, ce type d'engagement, je dirais, à portée sociale, ils voulaient plutôt le garder à couvert, pour pas donner l'impression d'ailleurs souvent mu par des bonnes intentions. Sans se mettre en avant, quoi. Voilà, sans se mettre en avant. Là, je pense qu'il y a deux choses qui jouent pour révéler un petit peu plus ce que l'entreprise porte en elle. C'est qu'en fait, de plus en plus, la société attend de l'entreprise qu'elle s'engage, qu'elle assume son rôle social et environnemental. Et donc, il faut qu'elle fasse et qu'elle dise ce qu'elle fait. Alors attention à ceux qui trichent et puis qui racontent des choses et qui ne s'engagent pas derrière concrètement, parce que l'effet boomerang revient très vite. C'est pour ça qu'avec les entreprises s'engagent, on est très orienté impact, engagement concret. Derrière les chiffres, c'est à chaque fois au moins un engagement concret, un impact concret. La deuxième chose, et ça c'est peut-être propre à notre mouvement Les entreprises s'engagent, c'est qu'on dit en fait justement, pour faire mouvement, il faut donner envie, il faut inspirer. Et qui mieux qu'un entrepreneur ou une entrepreneuse pour inspirer un entrepreneur ou une entrepreneuse. Et donc, ce qui est intéressant, c'est que ce qui se fait de bien dans une entreprise, eh bien, en le racontant, ça donne des idées à d'autres et que ça fasse un effet de masse, parce que c'est la condition, en fait, cet effet de masse, pour faire en sorte que ces problématiques d'égalité des chances, ces problématiques d'insertion des personnes en situation de handicap ou d'insertion des jeunes, qui sont quand même des choses, des maux de notre société depuis des années, on puisse y trouver une solution durable et à la taille nécessaire. On va parler de ce conseil d'orientation de la communauté des entreprises s'engagent, parce que c'est important, ça c'est gérer l'ingénierie, c'est l'organisation. On en avait parlé le mois dernier, mais je pense qu'il faut insister, mais quand même sur votre relation avec vos salariés et vos alternants. On a eu beaucoup de témoignages dans les télévisions, sur les chaînes mainstream d'information. On voyait des chefs d'entreprise qui disaient « moi je trouve pas, ça marche pas ». Est-ce que vous avez galéré vous aussi, pour le dire abruptement? Est-ce que ça a été compliqué de trouver les alternants, les jeunes qui étaient disponibles, avaient le bon moyen de locomotion, pouvaient loger pas loin? Tous ces sujets-là sont sur la table quand même. Bon, on a une expérience. Moi, avec ma femme, ça fait 20 ans qu'on est installé. Moi, je suis fils d'artisan en plus. Et puis, j'ai fait toute ma carrière... Vous êtes tombé dans le pétrin tout petit, comme on dit. J'ai fait toute ma carrière en alternance. Alors, on connaît des techniques. Mais là, mon rôle, c'est de faire comprendre aussi aux chefs d'entreprise, c'est à nous de se vendre. Parce que c'est ça qui est nouveau. C'est ça qui est nouveau. Que là, les parents, ils passent, ils font la tournée des popotes. Oui, c'est le club des sports, mais la version entreprise, quoi. Et là, c'est au chef d'entreprise de se vendre, de dire, tiens, on a du matériel, on a évolué sur le temps de travail, on a engagé aussi sur notre territoire, on donne pour les restos du cœur. C'est plein de petites choses qui donnent du sens. Et c'est là que le jeune, il a le déclic. Mais comme disait Thibault, il faut le faire savoir. Et... Ce qui manquait, c'était le faire savoir, en fait. Ouais, c'était d'assumer le fait que vous recherchiez un emploi, que vous tendiez la main à des jeunes. Le métier de boulanger, on se lève toujours à 3h du mat ou pas? Ou je dis encore une bêtise? Oui, on a des équipes maintenant, mais souvent, oui, c'est... Non, mais c'est une question qu'on vous pose. Les parents vous disent, est-ce que mon fils a 15 ans, il va se lever à 3h30 du matin Non, en apprentissage, on commence souvent à 6h, 7h du matin. Non, mais c'est bien de l'entendre. Oui. Et c'est vrai que vous avez raison, parce qu'ils ont une mauvaise idée du métier. Mais tous nos métiers, je vais parler plus large de l'artisanat, ont évolué en fin de compte. Et c'est là qu'il faut qu'on arrive à faire voir encore plus avec des capsules vidéo pour rentrer dans les collèges, pour faire voir que nos métiers ont évolué. Il y a chez vous quand même, et je pense que Thibault Guilluy va prolonger ce que je vais dire, mais il y a quand même ce désir de valoriser les métiers manuels, le travail manuel, qui a trop longtemps été dévalorisé. Oui. C'est pour ça, et puis même aller encore plus loin, parce que quand on passe un CAP, moi j'ai fait 2 CAP, après j'ai fait un bac pro. Boulanger-pâtissier. Voilà. Mais c'est vrai qu'on ne va jamais dire, tiens, vous avez un bac plus 2. Et je pense qu'il y a des petits trucs, des techniques à trouver ou de revalorisation en faisant passer ces messages-là. Je décrypte par le terme qu'on utilise, il y a un petit côté dévalorisant, parce que bac pro, on se dit, oh là là, c'est pas... on est d'accord, et quand on dit master, ça fait très chic. C'est vrai qu'on pourrait inventer le master en boulangerie, enfin, je vois pas où est le problème. Mais c'est vrai. Thibault Guilluy, non, mais il y a un côté un peu de snobisme entre les métiers du tertiaire et puis les métiers manuels. Et d'ailleurs, il ne faudrait pas tomber non plus dans l'excès inverse, c'est-à-dire il y a le manuel, il y a tout un... Il y a un mix, il y a un choix. En fait, tous les métiers ont leurs vertus, et puis d'ailleurs aussi leurs contraintes. Ce qui est important, c'est que chacun puisse trouver le métier qui lui plaît, qui lui correspond, qui lui va bien. C'est pour ça que d'ailleurs l'investissement qu'on a eu dans l'apprentissage
ces 4-5 dernières années est absolument clé en fait. Parce que l'apprentissage, c'est justement articuler l'expérience concrète avec un petit peu la théorie pour gagner à la fois en expérience et puis en maîtrise. Mais ça c'est un bilan. Bon, on a les résultats des législatives qui sont complexes parce que ça risque de bloquer un certain nombre de réformes importantes. Mais sur l'apprentissage, vous dites, parce que vous avez porté tout cela aussi aux côtés à l'époque d'Elisabeth Borne, vous dites ça c'est vraiment au crédit du quinquennat. Oui, c'est au crédit du quinquennat, mais honnêtement, le sujet, là, il n'est pas politique. Ce qui est important, c'est que ça faisait des années et des années qu'on disait qu'il faut développer l'apprentissage. Et on restait tanké à 250 000, 270 000, 280 000. On dit que ça ne progressait pas. Et les réformes qu'on a faites pour donner les moyens à chacun, à chaque acteur finalement de s'engager dans l'apprentissage. Et puis les aides qu'on a mis en place dans le cadre d'un jeune, une solution de 5 000 et 8 000 euros ont permis d'avoir cet effet booster pour passer à plus de 700 000 apprentis. Notre objectif, c'est évidemment de passer le million d'apprentis dans le quinquennat. Et pour ça, il va falloir tous continuer de se relever les manches. C'est pour ça que le ministre Olivier Dussopt a annoncé qu'on allait prolonger les aides de 5 000 et de 8 000 euros. Ouais, ça avait été une petite inquiétude, ça. Continuer, bien sûr, pour pouvoir continuer de stimuler et puis d'accompagner les entreprises qui jouent le jeu de ça. C'était aussi important, en tout cas à mes yeux, qu'on maintienne ces aides, justement, du CAP jusqu'au master, pour pas renvoyer l'apprentissage à tel type de filière plutôt qu'une autre. Dans l'apprentissage, si on veut que ça devienne la voie d'excellence une sous-formation, dans l'entrée professionnelle, il faut que ce soit ouvert à toutes les tailles d'entreprise et à tous les types de diplômes. Mais il faut que ça soit gagnant-gagnant. Le chef d'entreprise, il faut aussi qu'il s'engage. Et c'est pour ça qu'avec les chambres consulaires, surtout la chambre des métiers, on va faire des max et des maîtres d'apprentissage confirmés pour reformer en fin de compte des personnes qui ont leur CAP, ça fait 10-15 ans, pour former ces jeunes-là ou des reconversions. Moi, dans mon entreprise, tous les ans, on prend des reconversions, des personnes qui ont une quarantaine d'années. Et dans l'équipe, en fin de compte, ça amène une ambiance différente. Et c'est là que quand ces personnes-là nous disent « Non, mais je passe mon CAP pâtissier en 9 mois, c'est hard, c'est dur ». Et c'est pour ça que je dis... D'autant que la pâtisserie, c'est difficile. J'avais rencontré chez Frédéric, mais je crois que c'était il y a un peu plus d'un an. On était passé dans sa boulangerie. Il y avait une ancienne experte comptable qui était en train de terminer son CAP de pâtisserie. Elle est toujours là, justement. Elle a eu son examen. Et son projet, c'était de monter une petite biscuiterie avec une micro-entreprise. Et puis, je pense qu'elle a commencé, on a échangé un petit peu pour... C'est pour ça que, vous voyez, on peut passer de l'expertise comptable à la boulangerie. Et puis peut-être aussi que d'autres, au bout de 10 ou 15 ans de boulangerie, auront envie de bouger puis de passer à l'expertise comptable. Peu importe, à la limite, le sens des chemins. Ce qu'il faut, c'est que chacun puisse tracer le sien. Et je pense que ça, c'est vraiment l'enjeu aussi des 5 prochaines années. C'est que les entreprises, avec les pouvoirs publics, et c'est tout l'intérêt des entreprises s'engagent, puissent discuter de comment on peut faciliter en fait ces chemins professionnels. Organisation, ingénierie, on avait parlé de ce gîte, de ce conseil d'orientation de la communauté. Comment vous allez faire ? Vous allez rassembler tout le monde en Loire-Atlantique, puis dans chaque département, puis un jour vous allez réunir tout le monde au Zénith. Enfin, c'est quoi ? C'est des grands-messes ? Comment ça marche ? Comment vous voyez les choses ? Pourquoi pas, hein. Après, on a plein d'idées. Vous êtes très dynamique, hein, Frédéric. Avec Yves-Olivier Lenormand, c'est vrai que... on va dire c'est notre premier ambassadeur en Loire-Atlantique. Des entreprises s'engagent. Je pense qu'on va encore trouver des idées et puis on va continuer à innover pour donner envie aussi aux autres clubs. Mais des choses simples, je vois. Là, il y avait un tram. Voilà, on fait un job dating. Ça, c'est mardi. Hein, c'est demain. C'est mardi. D'accord. Vous avez une autre initiative. Là, en fait, ça se décline dans tous les départements. Il y a 97 départements maintenant, 97 clubs dans chaque département où vous allez avoir cet amalgame en fait, entre les chefs d'entreprise du coin et puis le préfet, le patron de Pôle emploi, le responsable de la dette. Voilà. Et on va apprendre déjà à travailler ensemble, à avancer main dans la main. Et ensuite, c'est des actions très concrètes. Là, on a parlé de l'apprentissage, de comment on va aider à l'apprentissage, comment on va aider à trouver des candidats. Ça se fait par les trames de l'emploi. On a lancé les job dating des stades vers l'emploi. Au début, c'était dans les Hauts-de-France. C'est ça aussi l'intérêt du réseau. Dans les Hauts-de-France, c'est Philippe Lamblin avec la Ligue des Hauts-de-France qui avait lancé ça, où on fait venir une centaine de demandeurs d'emploi, une vingtaine de recruteurs en short sur un terrain de sport. Et voilà. Sauf que ça fonctionnait bien, mais pour 4, 5, 6, 7 fois dans l'année. Et donc ensuite, on en a fait vraiment un outil pour la communauté des entreprises s'engagent en partenariat avec Pôle emploi. Et là, c'est en déploiement. Je crois qu'on va faire plus de 300 job dating
rien que cette année. 300 fois 70 à 80 demandeurs d'emploi qui sont remis à l'emploi, c'est autant de solutions pour les entreprises et c'est autant de solutions pour ceux qui cherchent à faire leur vie. Mais vous vous y retrouvez parce que quelque part, ça donne du sens, au-delà même de l'activité que vous menez dans votre groupe de boulangerie. C'est quoi l'objectif du tram ? Vous avez un objectif chiffré de savoir combien de salariés vous cherchez ou comment ça se passe ? Non, c'est les entreprises. Là, je ne sais plus quelles exactement les entreprises qui vont être présentes demain. Mais non, mais des fois, ça peut être important. Ça peut être jusqu'à 300 postes. Hein. On a fait des fois, avant un match de volley, on a fait un job dating juste avant le match. Et puis comme ça, après, on finit avec le match. Mais ça permet d'avoir tous les réseaux. Ouais, pour être concret, je veux dire, le chef d'entreprise, il n'a quand même pas le carnet avec la photocopieuse pour faire. Non, je veux dire, l'embauche ne se fait pas quand même dans la salle de volley. Mais là, dans le tram de l'emploi, là, c'est la deuxième concret, édition, là. Ouais. mais l'année précédente, concrètement, vous avez vous figurez les trams qui traversent la ville, Ouais. et sauf que il est à l'arrêt, hein. Là où vous pouvez être assis, non, c'est pas à l'arrêt, c'est dans le tram. Donc, et il bouge. Dans le tram, vous avez un petit entretien avec un recrutement pour devenir boulanger, un autre pour rentrer à la SNCF, un troisième pour rentrer dans l'entreprise industrielle du coin, etc. Vous faites vraiment votre entretien dans le tramway. Donc il y a ceux qui ont pris un petit peu rendez-vous parce qu'ils étaient informés de l'opération. Il y a ceux qui arrivent comme ça. Et puis il y a ceux qui arrivent comme ça, puis ils voient la lumière, le tram. Et puis qui se font 1 ou 2 allers-retours de tramway. Et le billet est gratuit, rassurez-moi. Et le billet est gratuit, évidemment, c'est en partenariat avec la Sémitane. D'accord. Mais tout ça pour vous dire en fait que c'est des choses simples. Et là, l'entreprise, la Sémitane, c'est ceux qui à Nantes gèrent un petit peu tous les transports publics. Et ils sont partenaires de cette opération. Ils cherchent eux-mêmes. Ils cherchent, donc ça leur permet de trouver. Et puis ils rendent service aussi aux entreprises du territoire. Ils rendent service d'une certaine manière aussi à ceux qui prennent le tramway tous les jours, parce que qui sait si en plus de ça, ils vont pas leur aider à trouver un emploi. Donc pour eux, ça leur coûte pas grand-chose, mais l'impact, il est maximal. Et ça, on peut le faire dans les tramways de Nantes, on est en train de regarder à Bordeaux, mais on pourrait le faire dans les TGV, dans toutes les villes, il y a un tramway d'ailleurs. Et partout. Et de manière générale, en fait, chacun peut être un élément en fait de la solution pour faire se retrouver les demandeurs d'emploi et les chefs d'entreprise qui recrutent. Ouais, c'est-à-dire inventer, renouveler, je dirais, la relation entre le candidat et l'employeur. C'est-à-dire imaginer quelque chose d'un peu plus fun que ce qui se faisait il y a 10 ans. Le Covid, le côté positif, c'est qu'on a appris à s'écouter et à se parler. Mais de n'importe quel réseau, de structure. Tu parlais de Pôle emploi, tu parlais du préfet, d'un artisan, d'une maman, d'une organisation professionnelle. Et c'est ça. Et mon rôle, moi, c'est ça, en fin de compte, comme avec Thibault. Tous les jours, on met en relation, en fin de compte, des personnes qui n'auraient pas osé aller vers d'autres. Donc finalement, vous êtes un facilitateur. C'est ça Exactement. l'idée, c'est que parfois il y a des jeunes qui, objectivement, par leur âge, par leur culture, par leur histoire familiale, n'osent pas forcément pousser la porte. Exactement. Là, vous pensez que le tramway, c'est-à-dire l'espace, dans cet espace semi-public en quelque sorte, ils seront plus aguerris ou plus à l'aise pour pouvoir parler avec un recruteur. Nous, ce qu'on pense, c'est qu'il y a il y a le tramway, il y a le job dating sportif, il y a le théâtre. On a eu une opération d'un théâtre qui permet en fait finalement aux chefs d'entreprise et aux responsables ressources humaines d'ouvrir un peu les chakras sur la façon de recruter et de les renvoyer parfois aussi à la manière dont on peut mettre des gens dans des cases et du coup passer à côté des talents. Donc en fait, chacun doit faire un pas de côté. Peut-être le demandeur d'emploi, mais aussi l'entreprise. Ce pas de côté, il se fait en short, il se fait dans un tramway, il se fait d'une manière ou d'une autre. Mais en fait, ces rencontres-là n'empêchent que quand elles sont organisées, elles fonctionnent. Et donc, on va arrêter de se renvoyer dos à dos. Vous savez, tous les chefs d'entreprise disent « mais je trouve personne » ou etc. Ils bossent pas. Sont feignants, est-ce qu'ils ont vraiment envie de travailler ou etc. C'est pas bon, c'est du négatif dans la société. Et tous les demandeurs d'emploi qui, de temps en temps, envoient 50, 80, 100 candidatures qui reçoivent même pas une réponse de renoncement. Tout ça, ça crée de la désespérance. En fait, de ces deux problèmes, en fait, on peut créer des solutions, en plus de ça, plutôt conviviales et plutôt sympas. Ouais, et puis là, on se parle de visu, il n'y a pas des réseaux sociaux qui nous... Non, là, on est vraiment face à un recruteur. Et très concrètement, à l'issue de cet entretien, j'imagine qu'on en passera un deuxième si on n'a plus, parce qu'il faut quand même que ça matche. On met la relation, puis après... Après, c'est la porte d'entrée, en fait. Juste un mot, vous ne m'avez pas répondu sur l'apprentissage. Vous avez combien d'apprentis, vous disiez au début de l'émission? Une vingtaine de pourcents? Ouais, je vais avoir 8, 9 là. 9 apprentis. Aussi bien niveau CAP que Bac Pro, et aussi bien en boulangerie, pâtisserie qu'en vente. Donc ça veut dire qu'à l'issue de cet apprentissage, des 8-9, vous les intégrez dans le groupe ou ce sont des oiseaux qui vont quitter le nid? Si on a besoin, oui. Et autrement, on les place en
fin de compte, avec des confrères, des collègues, et puis... Il y a énormément de besoins, mais je pense que l'artisanat est quand même, on peut le dire, quand même assez en avance en fait sur la culture de l'apprentissage, parce que le compagnonnage, c'est le cœur. Hein. La culture de l'apprentissage, ça a toujours été quelque chose, un basique, je dirais, et donc la formation, la transmission, le etc. geste, bien sûr. Ça fait ça fait plus partie du métier. Et c'est ce qu'on est en train de diffuser finalement dans toutes les entreprises, dans tous les secteurs, etc. En déployant l'apprentissage dans le tertiaire, dans tous les autres métiers. On pourra aller encore plus loin. Moi, je parle beaucoup de parcours de jeunes. Je vois mon fils, il a fait partie de l'outil en main. Je ne sais pas si vous connaissez l'outil en main. C'est une découverte pour les jeunes de 9 à 14 ans des métiers de l'artisanat et du patrimoine. Et il y a un adulte avec un enfant, et au lieu d'aller le mercredi après-midi au foot, ils ont 30 mercredis comme ça. Donc, qu'est-ce qu'il a appris ? Qu'est-ce qu'il a appris, par exemple, votre fils ? Il fait aussi bien de la menuiserie, du carreleur, maçonnerie, électricité, fleuriste, coiffeur, et puis tous les même métiers alimentaire. manuels, en fait. Ouais. Et puis là, il a eu son diplôme, il a ramené ses œuvres et... Oui, exactement, l'œuvre des compagnons. Ouais. Le carrelage, ça a été tout bête. Hein. Ils ont fait de la mosaïque avec du carrelage. Ils ont fait une tête de cheval. Ils ont appris à faire les joints, tout ça, et c'était. Ils ont coupé, ils ont taillé, c'est génial. Et puis parce que en troisième, je pense, c'est trop tard. C'est déjà trop tard. C'est déjà trop tard. Ça fait partie des engagements des entreprises s'engagent, c'est-à-dire et des priorités qu'on va avoir sur l'orientation. On travaille beaucoup dessus. Comment connecter en fait l'entreprise au monde éducatif, à l'école, à l'université. Même comment repenser le système, non ? Oui, repenser le système, ou en tout cas contribuer à faire en sorte que ces connexions se fassent et ne fonctionnent pas en silo, et que ce soit très concret, et que effectivement maternelle, primaire, collège, à tous les âges, il y a des opportunités à pouvoir découvrir qui a un métier, avoir des rôles modèles là-dessus. Pour ça, il faut faire les connexions, et c'est tout le sens des entreprises s'engagent, de faciliter ces connexions-là. Ils ont quel âge, vos plus jeunes apprentis ? Puisqu'il y avait le débat de maintenir ou pas les aides. Vous avez eu confirmation que les aides allaient être maintenues, 5 000 et 8 000, vous l'évoquiez. Ils ont quel âge, les plus jeunes ? Nous, c'est après la troisième. Donc 15 ans, ouais. 15 ans. 15 ans, ouais. Voilà. Et vous vous souvenez, de vos premiers pas en apprentissage, vous aviez quel âge ? Moi, j'avais 16 ans. 16 ans. Ouais, le 4 juillet 94. 4 juillet, donc c'était là vous allez fêter les 40 ans. Oui, c'est une date qui marque. Donc pour celui qui décide de prendre un jeune en apprenti. Premier jour où on rentre chez le patron, quoi. Ouais, mais le patron ou le chef d'entreprise, il a la possibilité de marquer la vie d'un jeune, en lui donnant vraiment, en le mettant le pied à l'étrier. Il y a eu les concours après. Ouais. Même les meilleurs apprentis de France. Moi, j'ai été médaillé d'or, en fin de compte, en Loire-Atlantique. Et tout ça, c'est quand on a cette remise-là au département, c'est là que ça tresse. Et puis, mon engagement de maintenant, c'est tout ça, en fin de compte, qui revient en se disant, il faut que je redonne aussi. Et malgré toutes les activités que vous faites, parce qu'on voit que vous êtes très occupé, il y a le tramway, il y a tout ce que vous faites avec le GIP, il y a l'engagement à la Chambre des métiers de la CCI. Vous seriez vu faire autre chose que boulanger ? On va dire, entre nous, c'est ma crise de la quarantaine. C'est ça. J'ai 44 ans. Vous avez envie de franchir une nouvelle étape dans votre vie aussi, vous. Ouais, voilà, c'est ça. Et puis de redonner, en fin de compte. Moi, ce qui me fait plaisir en ce moment, c'est de faire grandir mes collaborateurs. Les accompagner et de faire en sorte que les professionnels, ce soient des professionnels de bon niveau quand ils vont réintégrer une boulangerie, parce que vous n'avez pas gardé les 9 apprentis, j'imagine. Non. Et puis même mes collaborateurs, si je suis là, c'est grâce à eux. Et puis c'est ça qu'il faut faire passer comme message. Un tout dernier mot. Vous en tirez une fierté de cette réussite d'un jeune, une solution, puisqu'on arrive bientôt à notre presque dernière émission. Est-ce qu'il y a quand même une fierté de se dire, après tout, vous l'évoquiez, on était à 250 000, on a quand même réussi notre pari de faire venir des jeunes dans les métiers de l'artisanat et pas seulement, dans le tertiaire aussi. Ouais, c'est pas vraiment la fierté qui m'anime sur un jeune, une solution, mais en tout cas, on peut constater qu'en 2 ans, alors que la période était quand même assez rude, on a pu faire passer le chômage des jeunes de 25 à 15%, donc dire finalement il n'y a pas de fatalité. Maintenant, il faut qu'on prolonge l'effort sur un jeune, une solution. C'est ce qu'on fait, et notamment avec le contrat d'engagement jeune. Je dirais jamais assez aux entreprises. Elles sont déjà 20 000 à nous avoir rejoints depuis 2 mois sur immersionfacile.beta.gouv.fr pour juste dire j'ouvre ma porte aux jeunes qui se cherchent là-dessus. Vous les prenez en stage 15 jours. C'est un stage, c'est gratuit. Alors évidemment qu'il faut accueillir ce jeune, mais c'est aussi des opportunités que vous avez de vous saisir de nouveaux talents. Donc ça, qu'on continue l'engagement jusqu'à ce qu'il n'y ait plus un jeune qui soit sur le carreau. Et puis sauver des jeunes aussi, parfois de la galère. Et puis deuxième point d'un jeune, une solution, c'est la démonstration finalement que
quand on s'y met ensemble, quand on ne s'oppose pas, mais que les pouvoirs publics et les entreprises, quelle que soit la taille, se mettent ensemble pour pouvoir adresser un problème de société, on peut y arriver. Ce qui est vrai sur les jeunes, on va continuer de le faire, ça reste notre Je priorité sens que vous vers les seniors. dans les années qui viennent, oui. mais on va s'attaquer aussi à la question des seniors. Ben oui. Et donc, ça là-dessus, on lance un petit peu des réflexions et des travaux pratiques pour mettre en place des Oui. programmes dans les mois qui Les viennent. deux bouts de la chaîne. Pour faire en sorte que les seniors qui sont moins touchés par le chômage, mais par contre, quand ils le sont beaucoup plus durablement. C'est vrai. Il faut mettre fin à cette fatalité-là. Et puis le troisième sujet sur lequel les entreprises nous ont demandé d'avancer, de travailler, c'est l'engagement écologique. Et donc sur la transition énergétique, on a aussi des propositions là-dessus. Donc vous avez bien compris, il y a déjà 43 000 entreprises qui évidemment vont amplifier leur engagement, mais on a besoin que toutes les entreprises puissent prendre 1, 2, 3 engagements. Ça leur rend service, ça crée de la valeur pour elles et puis ça crée de la valeur pour la société. Donc il faut qu'on continue. Entreprise s'engage à 5 ans, ce sera 150 000 entreprises engagées. On est à 43 000. Minimum. Bien sûr, vous mettez toujours la barre très haut, les chiffres seront encore 1 pas million bons, de évidemment. contrats d'apprentissage. Et 1 million de contrats d'apprentissage. Surtout de l'impact. De l'impact. Merci à vous deux, messieurs, de nous avoir éclairés sur vos actions, vos engagements. Merci à vous, Frédéric Branjon, boulanger et dirigeant des boulangeries Branjon, bien connu en Loire-Atlantique, 40 collaborateurs, et puis de cet engagement sociétal à travers notamment toutes les actions dont vous nous avez parlé. Merci à vous, Thibaut Guilluy, de nous avoir rendu visite au commissaire à l'emploi et l'engagement des entreprises. C'est la fin de notre émission. C'était l'avant-dernière émission. On se retrouvera, je crois, le 12 juillet prochain pour de nouvelles aventures pour la dernière émission de la saison, Un jeune et une solution. On termine avec Fenêtre sur l'emploi. On parle du recrutement. C'est que ça reste malgré tout, pour certains, dans certains secteurs, un défi. On en parle. Et on termine notre émission avec Fenêtre sur l'emploi. On parle recrutement. Alors, on va peut-être faire un petit pas de côté avec ce qu'on vient d'entendre dans ce débat avec Thibaut Guilluy, où c'est vrai que l'apprentissage se porte bien. On en parle avec Julien Breuil, directeur relations entreprises groupe EDC Business School. Bonjour Julien, ravi de vous accueillir. Recrutement, le challenge impossible, avec un point d'interrogation quand même. Bien sûr. C'est si difficile que ça que de recruter à travers les chiffres, à travers vos chiffres? Alors, ça reste difficile. Alors, je pense que on a quelques chiffres pour le montrer, on le voit aussi dans les médias, il y a beaucoup d'entreprises qui effectivement émettent des difficultés de recrutement, que ce soit sur des postes de cadre ou des postes de non-cadre. Il suffit de voir la restauration notamment, le tourisme, puisqu'on annonce aussi de grosses difficultés notamment dans les aéroports. Bon, il y a deux chiffres qui montrent cela, c'est qu'effectivement le premier, c'est 50% des entreprises qui considèrent que les recrutements sont compliqués. Oui. Ça, c'est pour les cadres. Donc on est à plus 13 points par rapport à la dernière vague. On est à 58% pour l'ensemble de la population. Alors ce 58%, c'est là où on intègre justement tous les recrutements qui sont liés au service à la personne, au tourisme. Qui fait donc baisser évidemment. Qui fait donc encore plus. Alors augmenter les difficultés de recrutement ou baisser entre guillemets la possibilité de recruter. Et in fine, un chiffre le montre très bien, en tout cas pour les recrutements de cadres. C'est effectivement le temps moyen pour recruter qui s'allonge puisqu'on passe à 11 semaines. En gros, pratiquement 3 mois. Je cherche un poste, je mets 11 semaines à trouver la perle rare. Exactement. Entre le profil, si on va un petit peu plus loin, qui va se présenter en entretien, va éventuellement négocier et, in fine, qui va refuser. Alors, oui, parce que les 11 semaines, ça n'implique pas forcément qu'on ait au bout une réussite. Ça peut être aussi quelqu'un qui dit non. Alors, normalement, on est à la fin. C'est-à-dire qu'on l'a recruté, il a donné son accord. Après, on voit très bien aujourd'hui dans les dynamiques actuelles, par rapport à des candidats qui sont excessivement demandés, des personnes qui arrivent, qui font effectivement leur période d'essai ou qui commencent à faire leur période d'essai. Et puis, effectivement, si ça ne correspond pas, peuvent éventuellement repartir vers d'autres horizons. Alors, les raisons sont multifactorielles. Clairement. Alors, elles sont vraiment, pour le coup, de plusieurs facteurs. Le premier, c'est, on l'a dit plusieurs fois au cours de l'émission, où on le voit aussi, bien évidemment, encore une fois, dans les médias ou dans tous les sites liés à l'emploi, c'est l'exigence des candidats. Ça, c'est en 1, si on devait classer, ça serait le... Oui, clairement, parce qu'en fait, on a un rapport de force qui est quand même vraiment tourné vers le candidat. On a pu penser, effectivement, avec la crise, notamment qui est arrivée de la crise en Ukraine, qu'à un moment donné, il y allait y avoir un retournement de situation. Oui. Ce retournement, j'allais dire, a fait long feu. Et pour l'instant, les difficultés de recrutement sont toujours là pour les entreprises et le rapport de force est plutôt orienté côté candidat. Alors, on le sait pour des raisons de rémunération, de qualité de vie, parfois de sens au travail, mais il y a un des éléments que je trouve intéressant, c'est aussi dans le cadre de l'entretien en lui-même. C'est-à-dire que les cadres attendent un process de recrutement qui soit relativement court.
2 entretiens maximum. Ça veut dire qu'en gros, vous rencontrez votre opérationnel Et on valide derrière. et ensuite le DRH qui est pratiquement, j'allais dire, une courroie d'enregistrement. La moyenne, c'est quoi? C'est souvent 4, voire 5 entretiens. Alors, ça dépend des entreprises et des process de recrutement. 4-5, on est quand même déjà. Ça dépend si on intègre déjà des volets et des tests, oui. des volets de tests. Mais globalement, on est plutôt entre 2 et 3. 2 et 3, d'accord. Et ça dépend si les recrutements sont opérés à plusieurs. Alors, il y a un autre chiffre qui est assez intéressant. 38% estiment que la recherche d'emploi met 6 mois. Qu'est-ce qu'ils veulent dire par là? Ça veut dire qu'entre le moment où ils se décident à chercher un emploi et le moment où ils vont, on va dire, l'obtenir, parce que là, il peut toujours avoir une zone de flou, il va se dérouler 6 mois. C'est en augmentation de 6 points. Ça veut dire que si on prend un autre chiffre qui est intéressant, c'est le pourcentage de cadres qui voudraient démissionner. Alors, encore une fois, Ouais, on c'est sait que pareil. le passage à l'acte est difficile. Ils veulent mais- partir au vert entre ceux qui le Mais disent bon. et qui le font. En tout cas, vous avez 40% des cadres qui veulent démissionner et 38% qui vous disent bon, le temps que je prenne totalement ma décision et que je trouve quelque chose, ça 6 va mois. mettre 6 mois. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour une entreprise qui est amenée à recruter, vous vous retrouvez quand même en difficulté dans un contexte où il y a des profils qui veulent partir Il y a un trou, ouais. et des personnes qui mettent du temps à se décider. Et je pense qu'on voit aujourd'hui beaucoup d'entreprises qui ont au sein de celles-ci des équipes qui sont relativement nombreuses, imaginons des équipes de 12 à 13 personnes, et qui finalement ne sont jamais au complet. Puisque Oui. vous avez toujours une personne qui est partie, Un et le temps que vous turnover. faites le recrutement, le turnover s'opère. Donc ça crée des difficultés. 40% des salariés ont envie de démissionner, vous l'évoquiez, puis 70% des entreprises, là c'est l'envers du décor, Oui. manque de candidatures cadres, Ouais. ce qui est d'ailleurs un peu un paradoxe, parce qu'en même temps les cadres disent qu'ils veulent partir, mais les entreprises Oui. manquent de candidatures. Donc on parle beaucoup, mais on n'agit pas, quoi. En fait, on voit bien qu'il faut aller les chercher. Donc ça nécessite d'utiliser de nouveaux moyens. En tout cas, vous en avez parlé tout à l'heure dans l'émission, c'est-à-dire J'allais de venir. nouveaux critères C'est d'attractivité ça. pour aller les amener à postuler. Ils Parce- utilisent 5 canaux de recrutement. Alors effectivement, les entreprises utilisent davantage de canaux de recrutement que ce qu'elles utilisaient. On est à peu près à 36% qui utilisent 5 canaux de recrutement pour les cadres. C'est en augmentation de 5 points, c'est-à-dire que face aux difficultés de recrutement auxquelles elles sont confrontées, elles vont utiliser plus de canaux de recrutement pour aller toucher, alors non pas la perle rare, mais au moins aller toucher des profils qui peuvent les intéresser. Et puis ce phénomène, parce qu'on voit le nombre d'augmentation d'abonnés à LinkedIn, 100% utilisent Oui. souvent, disent-ils, ce réseau qui est devenu, alors là vraiment, c'est un job board LinkedIn. Hein. Alors je ne citais pas forcément LinkedIn, mais effectivement, quand on parle de réseau social professionnel... Bah, ouais, mais 100% utilisent Oui, ça. alors on parle effectivement des cabinets de recrutement, même si l'usage, on l'a vu sur les 10 dernières années, des réseaux sociaux a été exponentiel. En tout cas, pour un cabinet de recrutement, utiliser, on va dire, LinkedIn est un outil essentiel. Il l'utilise souvent, voire tout le temps, au moins à minima pour aller identifier des profils qui pourraient les intéresser. Alors, on ne peut pas assimiler ça à totalement de la chasse, mais entre guillemets, Donc, c'est à une démarche quand même très prospective. sélectif, quoi, en fait, hein. Exactement. Parce qu'attendre simplement une candidature via des offres d'emploi diffusées, bien sûr que ça fonctionne, mais elle doit être quand même complétée par d'autres moyens pour aller identifier d'autres profils Ouais. et avoir un vivier plus important. LinkedIn est un vivier de présélection, Important. de repérage, Exactement. et peut-être même de chasse. Parce que Et pour le peut-être coup, même de chasse, oui, bien sûr. 71% pour terminer présentent l'utilité des missions dans leur offre et 74% proposent du Ouais. télétravail. Là, les deux sont un peu liés. Oui. C'est-à-dire qu'il y a quand même l'idée d'être un peu attractif pour faire Oui, venir. tout à fait. D'un côté, il y a les entreprises qui peuvent utiliser d'autres moyens, mais il y a aussi elles qui sont forces de proposition. Les forces de proposition, tout à l'heure, on l'a dit, c'est le sens au travail. Donc ça veut dire qu'il faut bien présenter les missions et l'utilité des missions. On en revient presque à la raison d'être des entreprises. Mais oui. Donc ça, c'est un critère important. La rémunération, alors c'est pas à l'heure de l'inflation où on peut parler de rémunération, mais en tout cas, les entreprises sont obligées de s'aligner et d'augmenter encore un petit peu leur salaire Donc, pour aller ils font toucher des le bon efforts. profil. Donc ils font des efforts, Merci. en tout cas celles qui le peuvent. Et puis le dernier élément, c'est forcément de mettre en place du télétravail, en tout cas forcément, de le développer, parce que c'est un critère d'attractivité. Et il faut le mettre dans la fiche de poste, en tout cas dans l'annonce. Exactement. Merci Julien Breuil, directeur Merci. relations entreprise groupe EDC Business School. L'émission est terminée. Merci de l'avoir suivi. Merci d'avoir partagé ce moment avec nous. Merci à toute l'équipe de m'avoir accompagné. Romain Luc à la réalisation. Merci à Saïd pour le son. Merci à Fanny Griesmer et merci à Lily pour cette émission. Merci à vous pour vos messages. Vous pouvez aussi écouter notre émission en podcast. J'ai un peu accéléré parce qu'on est en retard. À demain. Bye bye.